De nos jours, il n'est pas peu courant de voir des films, des séries, des livres, voire des personnalités utiliser le méta. Après tout, nous n'avons jamais été aussi interconnectés. On consomme tous régulièrement des images, des histoires dans un amalgame de données et de surinformations où il est presque difficile de ne pas admettre en regardant une fiction de savoir qu'on en regarde une avec ses ficelles, ses codes, etc. Combien de séries font des références pop culture au même internet, font ce truc où ils arrêtent le récit ou comme dans une parodie vont pointer du doigt une incohérence ou une facilité. Une réplique qu'on a trop entendue, un commentaire sur comment l'audience va interpréter ce qu'il vient de voir. Les clichés sont tellement remis en cause que les remettre en cause est devenu à son tour un cliché. Je parlais d'aspect parodique, mais c'est presque hallucinant de voir qu'une parodie comme Young Frankenstein pourrait passer pour un film sérieux comparé à n'importe quel blockbuster avec The Rock sorti cette dernière décennie. Bref, du méta, on en bouffe, on en recrache, on ravale et rebelote. On en aurait pas un peu marre du méta ? Mais d'abord, c'est quoi le méta concrètement ? Il faut savoir différencier le méta du parodique. Bien que l'un n'empêche pas l'autre, nos amis les anglophones ont un terme spécifique, le self-awareness, ou conscience de soi si on traduit dans la langue de Bigard. Le méta est soit une lecture d'une œuvre d'art, de fiction repris dans le contexte qu'elle est une œuvre qui existe dans notre monde réel à nous, ou carrément un élément narratif qui renforce ou met à l'avant cette dite lecture. Ça peut passer d'un commentaire sur comment on consomme la fiction, à une utilisation narrative où les personnages jouent avec le quatrième mur, entre le diégétique et notre vérité véritable. Mais plus souvent, c'est une manière de créer un dialogue plus direct entre le spectateur qui sait ce qu'il regarde, et le metteur en scène qui sait qu'il est en train de faire quelque chose qu'il sait que le spectateur sait qu'il va regarder. Je savais que tu savais que je savais que tu savais que je savais que... Et le méta, il y en a partout de chez partout. Dans le dada, dans le théâtre, dans les films d'action, d'horreur, le jeu vidéo, les mangas, la littérature. Je ne vais pas jouer au jeu de tous les citer, mais un constat général se fait, à que quand même qu'il y en a vachement plus du méta aujourd'hui que ça ne l'a jamais été. Au point où il est impossible d'y échapper, même dans les divertissements les plus grands publics. Et si Disney nous reparle de ses princesses, ce sera à base de je sais pas si vous avez remarqué, et vous pouvez vous assurer que toute forme traditionnelle de raconter une histoire doit devenir post-ironique. Les gros bonnets de la souris te regardent et ils ont un cahier des charges à remplir. Qui aujourd'hui a encore le courage de recourir à des narrations vieillos et complètement premier degré? Pourtant, ces mêmes histoires ont prouvé leur efficacité avec le temps, même si leurs gentils n'ont pas de défauts et que leurs méchants ils n'y sont pas gris. Bon après, les contes et les fables sont les histoires les plus parodiées, même 6 ans après Blanche-Neige. C'est sur sa c'est toujours la même rengaine. Les histoires d'amour ne sont plus finies. Est-ce que l'avalanche de méta n'aurait pas formé une sorte de mépris des œuvres qui assument leur clicheton et qui ne se moquent pas un minimum d'elles-mêmes, qui eux utilisent ces ficelles narratives qu'on a vues des milliards de fois dont il est si facile de se moquer? Après tout, Roméo et Juliette sont dépassés de mode, nous on veut des histoires qui savent qu'on est plus intelligente qu'elles. Comme Space Jam 2 ou Jurassic World qui sont self-aware sur leurs conditions de produits hollywoodiens mercantiles en faisant des blagues dessus. Et je vous jure sur la vie de ma mère qu'il m'est arrivé de voir des analyses de JoJo's Bizarre Adventure par des américains qui pensaient que c'était ironique, self-aware et méta. Bref, autant dire que c'est un élément narratif que je prends avec des pincettes qui sont soit très réussis, soit glissés à l'intérieur d'une histoire qui raconte quelque chose de plus gros, soit je me mets moi-même à prendre le méta de haut, comme si les auteurs oubliaient que le méta qui fonctionne nécessite de construire un mur entre le spectateur et l'œuvre pour mieux le briser, ou de raconter quelque chose efficacement par le méta. À la place, on ne cesse de nous rappeler qu'on est dans une ère où le consumérisme capitaliste a tellement atteint ses derniers retranchements cyniques à coups de savates, de crossover et d'ironie. Dans certains cas, le méta est devenu le dialogue vaniteux des auteurs au-dessus des fictions qui leur ont précédé, sans la moindre humilité vis-à-vis de leur propre travail. Avons-nous atteint le point critique? Pouvons-nous encore raconter quelque chose avec le méta? Ou est-ce devenu la facilité ultime, le combo Exodia pour se dédouaner d'une fainéantise créative, qui nous font regretter le schéma du voyage du héros? Aujourd'hui, comme c'est tout ce que je sais faire, je voudrais revenir et recommander des œuvres méta et des bricoles qui en font un usage d'une manière que je trouve des plus intéressantes. Fire Punch. Fire Punch est un manga de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man dont je n'aurais pas fini de parler de sitôt. Bon, grosso merdo, c'est l'histoire d'un homme qui souffre. Bon, en détail, dans un monde post-apo enseveli par la neige en relation incestueuse avec sa sœur, notre héros Agni a un super pouvoir de régénération qui lui permet de nourrir son village en se coupant régulièrement le bras. Jusqu'au jour où une armée génocidaire massacre l'entièreté du village pour leur cannibalisme, avec, comme par hasard, un super pouvoir de flamme qui ne s'éteigne jamais. Notre personnage principal passe donc le restant de ses jours à brûler vif, à souffrir le martyre, avec pour seul but de venger sa sœur et de répondre à ses dernières paroles « Tu dois vivre ». Et ça, c'est que le premier chapitre. Le manga, dans son premier volume, est d'une noirceur abominable, reprend des récits post-apo comme Violence Jack et plus précisément Ken le Survivant, où l'auteur s'amuse à être le plus edgy possible, de l'amputation d'enfants, à des pédozoophiles sadiques, de l'exploitation d'une cruauté inhumaine, mais qui se tient à une histoire qui a un schéma bien tracé. Vengeance, post-apo, méchant, gentil, enfant sidekick,
On s'y retrouve facilement et rien n'est difficile à suivre, jusqu'à la venue d'un certain personnage qui apparaît à la toute fin du premier volume. De nulle part, alors que le héros affronte sa némésis, une femme dans une pièce remplie d'écrans commence à te parler de Braindead et Maman j'ai raté l'avion, se présente sous la forme d'un vlog et proclame « Ouais, moi, le cinéma, c'est ma passion ». Et là, dès le second volume, le manga change comme si tu lisais une œuvre complètement différente, mais qui se tient tout de même dans son ensemble. Togata débarque et c'est un personnage invincible qui bat tous les méchants, fait des références à South Park et Commando, sabote sciemment l'intrigue, critique d'une certaine manière l'auteur et trouve que le manga dans lequel elle se trouve est complètement naze, et qu'il faut de la diversité dans les pouvoirs comme dans X-Men, que le méchant est une loque sans charisme et qu'un twist tragique, ça, ce serait de la réelle kinographie. Bref, un personnage déconnecté de la réalité qui a pour but de s'approprier l'histoire du manga sans jamais briser une seule fois le quatrième mur. Togata ne fait jamais directement référence à Fire Punch comme autre chose que sa propre réalité. Ici, pas de clin d'œil, on ne s'adresse jamais vraiment au lecteur. Elle n'est pas consciente d'être un personnage fictif d'un auteur et son but est de changer les rôles des personnages. Réécrire sa propre histoire par-dessus la fiction de l'auteur qui lui déplaît, mais qui est bel et bien sa réalité à elle. Vous arrivez à suivre ? Togata ne veut pas filmer Fire Punch, mais Fireman. Le méta autour de Togata permet de créer une adversité entre l'auteur et son propre personnage. Et j'imagine à quel point ça devait être fun d'inclure un personnage aussi instable. Même si ses refs et le côté outrancier de Togata ramènent une certaine légèreté au récit, elle ne change pas la toile de fond cruelle qu'on a lue dans le tome 1, qui fait qu'on ne vire pas non plus dans la parodie ou le shitpost. Avec ou sans Togata, Fire Punch se prend très au sérieux. Sa passion pour le cinéma et indirectement celle de l'auteur va complètement redéfinir la philosophie du récit. Agni se verra forcé à jouer des rôles au point où n'importe qui à sa place perdrait complètement les pédales. Qu'est-ce que voudra Agni exactement ? Être le héros d'un film et battre le méchant en se vengeant ? Devenir un Christ responsable d'une population qui a besoin de lui pour survivre ? Devenir le grand méchant ? Vivre un mensonge pour échapper à la culpabilité ? Quelles histoires va devoir vivre Agni pour mettre fin à sa souffrance existentielle ? Quel en sera l'aboutissement ? La libération de ses sentiments, sa catharsis. Le méta est un outil pour accentuer le drame des personnages principaux. Ici, il ne sert qu'à identifier des codes, ceux du cinéma. Et la manière dont les personnages perçoivent le cinéma, ou autrement dit les histoires en général, devient une manière de voir leur propre vie comme des histoires en recherche de catharsis, de rôle et de besoins. Fire Punch réussit l'exploit de toucher juste avec assez de finesse. Quand ça utilise le contexte du cinéma pour être marrant, ça l'est. Quand ça veut être dramatique, le mur entre le personnage et leur réalité n'est pas brisé, donc ça marche aussi. Et malgré les absurdités, tout s'enroule et se complémente dans une sorte d'essai narratif sur les histoires. Tout en étant un récit initiatique d'un personnage qui ne vit que pour souffrir et qui doit aller jusqu'au bout pour enfin avoir un semblant de répit. C'est pour ça qu'on peut avoir des personnages dont le plan est de sacrifier toute vie dans l'univers pour recréer une civilisation de toutes pièces capable de réaliser un meilleur Star Wars 9. Mais aussi avoir ces moments poignants où on espère que notre protagoniste trouve enfin le repos dont il a tant besoin. Non mais la phrase « tu dois vivre » devient limite un running gag tellement le héros s'en prend plein la gueule, mais laissez-le se suicider, miskin. Fire Punch est un manga, une bande dessinée qui, en utilisant le cinéma comme prétexte, a universalisé son propos. Ce n'est pas du méta sur le cinéma, mais bel et bien sur les histoires, et plus précisément les étapes d'une vie humaine. Je crois que toute personne qui veut raconter des histoires doit lire Fire Punch. C'est très court, car ça ne dure que 8 volumes, c'est fait par un prodige du manga qui continue de surprendre, et ça témoigne un intérêt et une réflexion sur la puissance du storytelling en étant absurde tout en gardant un premier degré des plus sincères. Sans trop en dévoiler, Fire Punch finit sur un dernier chapitre qui prend la forme d'une fable qui m'a ému au plus haut point. À la fin, ça valait vraiment le coup de vivre ses rôles, ses expériences et douleurs humaines. D'ailleurs, le méta c'est on ne peut plus utile et frontal comme lettre d'amour. Et dans cette catégorie, One Cut of the Dead. One Cut of the Dead a été un de mes coups de cœur de l'année. C'est une comédie horrifique japonaise sortie en 2017 qui a pas mal fait parler d'elle, dont un remake par Michel Hazanavicius est en chantier. C'est la classe. One Cut of the Dead est un moyen-métrage de zombies fait en un seul long plan séquence. Le film parle d'une équipe d'acteurs entraînés dans un vieil entrepôt abandonné, malmené par un réalisateur exigeant. Jouant dans un film de zombies et pendant une pause de tournage, une femme de la régie explique qu'il y aurait eu des expériences et rituels dans cet entrepôt pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film prend alors une démarche réaliste sur le malaise d'une équipe qui parle un peu de tout et de rien, avec des blancs et une actrice principale qui vit mal son tournage. Mais cette scène introduit bien les trois personnages principaux, dont la femme de la régie et ses capacités d'autodéfense. Bref, l'équipe se fait attaquer par un vrai zombie pensant qu'il s'agit d'un costume, avec des effets spéciaux bien dégueulasses sur le vomi. À partir de là, ça part au désastre. Le réal est un véritable taré qui a ramené de réels zombies à la vie pour filmer les vraies émotions des acteurs. Il y a même un des membres qui tente de s'enfuir. Bref, le reste de l'équipe de tournage encore en vie se compte sur les doigts de la main.
S'ensuit un bon film de zombies où on suit sans coupure des personnages qui doivent travailler en équipe pour survivre. Poursuivi par ce réalisateur complètement maboule qui force des enjeux et de réels dangers. Le caméraman est assez mystérieux, il ne parle jamais et s'invisibilise, à l'exception de 2 scènes, une où les personnages s'adressent directement à lui et une autre où il finit par tomber par terre avec sa caméra. Le film prend des lenteurs, semble cacher un mystère au-delà de la folie du réalisateur. Au mieux, ça donne une aura super intéressante ou un certain charme plutôt marrant dans un film d'horreur qui ne semble avoir aucun budget, mais quelques effets pratiques. Ces moments inexplicables deviennent tout de suite mémorables et font démarquer ce petit film des autres myriades de films de zombies qui se battent souvent sur les mêmes artifices. Et attention, je vais spoiler la seconde moitié du film sévère, donc skippez au timecode indiqué pour être sûr de faire l'expérience vous-même, si vous vous en foutez complet. Ah bah, la seconde moitié, on a un nouveau film qui revient quelques mois en arrière sur la production du film. On revoit ce cher réalisateur qui a une personnalité radicalement opposée, un exécutant qui se fait marcher dessus, à qui on propose le projet d'un film diffusé en un seul plan séquence à la télévision. Un drame familial, un rapport entre équipe, acteurs, passion du cinéma remis en cause plus tard, une suite d'imprévus s'accumule pour un tournage catastrophe. Le film qu'on regardait depuis le début était complètement improvisé. Certains mettaient de leur vraie vie dans l'adlib, et on a une seconde moitié fascinante sur la magie du cinéma. Tous les blancs, le vomi, le personnage du réalisateur n'étaient absolument pas prévus et ont été des moyens de contourner tous les soucis techniques possibles et imaginables en plan séquence. Un membre sous, une machine qui marche pas, le gars qui fuit parce qu'il avait la chiasse, des règlements de compte entre les acteurs, la caméraman qui fait un malaise, les changements de scénario incessants à communiquer aux acteurs, un effet spécial qu'ils n'arrivent pas à mettre en place en hors-champ, et j'en passe. One Cut of the Dead, le film, à l'intérieur du film, aurait pu être un nanar complètement déraillé par les imprévus. Mais non seulement le film se tient, mais tout le charme et l'identité artistique s'est fait par ces imprévus. Un making-of plus fun encore que le film en question, et qui se finit par une pyramide de toute l'équipe pour porter la caméra. Une image forte d'un réalisateur, le sourire aux lèvres, qui vient d'achever ce que Bobby appelle un accident heureux. One Cut of the Dead utilise le méta à plusieurs échelles. On a le film dans le film, mais aussi le film dans le film dans le film. Un gloubi-boulga de 3 histoires qui n'en sont qu'une seule, qui se justifient les unes des autres, et offre une des lettres d'amour les plus efficaces du cinéma. One Cut of the Dead donne envie de faire ses propres films avec ses propres moyens, peu importe les inconvénients. Et pour citer d'autres exemples, le méta n'a pas nécessairement besoin d'inclure un rappel sur un domaine artistique en particulier. Par exemple, le jeu vidéo Undertale transmet sa narration méta par l'importance des choix que fait le joueur, lui permettant plusieurs routes, dont une qu'il n'est absolument pas obligé de prendre, mais que le concepteur sait que le joueur prendra pour faire l'expérience complète. Par là, une réflexion sur les choix réels du joueur est faite. Le joueur veut tout faire. Il n'a pas le réel libre arbitre de faire le jeu vidéo selon ses choix, mais selon les limites que le jeu impose. Et je suppose que c'est la même dans les VN, mais j'ai joué qu'à Ace Attorney, donc je peux pas dire. Désolé pas désolé les fans d'Higurashi. Dans Funny Games de Michael Haneke, le méta sert à donner les pleins pouvoirs aux antagonistes, insupportables, omniscients et invincibles. Ils ont même jusqu'au pouvoir de retirer la catharsis du film en remontant le temps, faisant de Funny Games un des films les plus gratuits, cruels et insatisfaisants à regarder. Il n'y a ni morale, ni catharsis, juste de la violence et des images qu'on n'oublie pas. C'est théoriquement nul, mais c'est néanmoins intéressant car on se souvient de Funny Games, un film qui utilise le méta pour retirer ce qui fait l'intérêt des histoires, qui laisse un goût amer dans la bouche, qui nous renvoie sur ce dont a réellement besoin le cinéma pour être apprécié. Et Rubber, putain, Rubber, c'est un pneu qui tue des gens et il y a des gens qui regardent le pneu tuer des gens, merde. Bref, pour conclure, le méta ça peut tout aussi être une couche de lecture supplémentaire à un texte qui fonctionne de lui-même, le cœur d'un récit qui a un rapport intime entre les ficelles d'un média et le genre humain, et un gros clin d'œil maladroit. Mais d'un autre côté, cette domination du méta a aussi permis de peut-être prendre plus de recul sur les œuvres de fiction, et de les considérer comme telles. Bien qu'on résume souvent la qualité d'un film sur sa morale ou sur un message qui dicterait les mœurs de la société, les gens n'ont jamais été aussi critiques de ce qu'ils consomment. Parfois un peu durement à mon goût, mais la violence, les sujets tabous, la stylisation, tout ça semble plus démocratisé, en partie grâce au méta. Si Massacre à la tronçonneuse sortait aujourd'hui, bien sûr on trouverait que c'est un film qui provoque le malaise, mais qui n'a rien d'aussi graphique que n'importe quel film de Tarantino par exemple. Malgré ce qu'en disent les titres grippe-sous pour appâter les boomers à lire un article ou le cancel culturisme, dans les faits, on ne censure plus comme avant et la fiction a plus facilement le feu vert pour raconter n'importe quoi. L'équivalent d'un slasher aujourd'hui ne ferait sûrement pas flipper les mamans que les ados allaient devenir des tueurs à l'arme blanche cannibales. Pourtant, c'était le cas à l'époque. Il y a eu des terreurs pas possibles sur les slashers, le Rape and Revenge, ou les jeux vidéo suite à des tragédies comme celle de Columbine ou le Stalker de Jodie Foster.
Et peut-on donner tort quand le tout premier long métrage de l'histoire a aidé le racisme à se populariser pendant la Première Guerre mondiale? Le méta, c'est aussi ce rapport entre fiction et réalité, qui sont à la source de tous les débats. Autant des cathos intégristes réac qui trouvent qu'il y a trop de mots, trop de Satan et trop de rap dans l'équipe de rap, que les SJW sous amphétamine qui appellent à l'incident diplomatique quand les bonhommes d'Animal Crossing ont des dreads. Au-delà de la place du réel diégétique d'un récit, dont son sens du détail, ses personnages ou ses émotions qui nous rappellent notre réalité véritable, le méta est la dernière barrière qui délimite à quel point le spectateur s'éloigne ou pas d'un récit. En disant en gros, pas de panique Charlot, c'est qu'un film. C'est peut-être parfois déplacé, une manière maladroite de se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, mais parfois ça vient du cœur, parfois ça nous renvoie à nous-mêmes. Et le méta nous a peut-être, sans s'en rendre compte, rapproché de la fiction. En nous en éloignant, en nous rappelant que ce que l'on voit n'existe pas ou doit suivre certaines règles, on s'est rapproché de ce qui définit même la fiction. Une réalité qui n'est pas nôtre, mais qui fascine par ses codes, ses émotions, ses réflexions. Plus on prend du recul sur la fiction, et plus on se rapproche de son concept. Alors, on n'a pas marre du méta? Pour ma part, non, ça va. Merci, monsieur Abitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Merci à toi l'ami. Je tiens à sincèrement remercier tous mes tipeurs qui m'ont pas mal aidé cet été. Je suis de retour et je pète la forme. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter n'importe quoi pour booster le référencement, et si t'es un cador, un ange, le lien de mon Utip se trouve dans la description. Sur ce, on se revoit pour très bientôt. À ciao, bonsoir.